Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue en ce tout début d'après-midi à cette présentation en lien avec l'équipe Gexcel sur le process de dématérialisation des factures et la facture électronique. Franck est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Claude, merci à tous de vous être inscrits. Aujourd'hui, on travaille, comme je vous ai dit, avec un partenaire, les éditions Compagnons, sur la partie dématérialisation des factures. Et je suis heureux de vous avoir tous parmi nous. Claude, je vais te laisser la parole pour présenter Ok, la solution. je te remercie Franck. Alors, on va donner un petit peu un contexte technique. Donc, vos micros sont coupés, donc vous n'aurez pas possibilité d'intervenir de façon orale. Vous pouvez toutefois utiliser une zone de chat qui est prévue sur le petit panneau de GoToWebinar qui vous permet de communiquer avec moi et d'émettre vos questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Dans la mesure du possible, j'essaierai d'intégrer la réponse simultanément à ma présentation. Comme ça donnera un peu de vivacité à celle-ci. Prévoyez environ 35 à 40 minutes de présentation qui va débuter par, euh, par une petite présentation qui relate un petit peu les enjeux de la facture électronique et de façon générale et plus particulièrement sur l'aspect juridique, puisque c'est un enjeu quand même important pour les entreprises. Alors, cette facture électronique, alors, ben voilà. Alors, en gros, quel est le cadre légal de cette facture électronique? Cette facture, comment ça marche et qu'est-ce qu'on va en faire? Et finalement, cette facture, c'est pour qui? Puisque c'est bien ça la chose. Alors, le cadre juridique de la facture est régi par un article que notre ministre des Finances avait promulgué. Donc, c'est la loi dite Macron qui prévoit effectivement une accélération dans les process de digitalisation. Donc, pour qu'une facture électronique soit valable, il faut respecter un certain nombre de contraintes et de règles au tout premier plan. Donc, l'authenticité de l'origine. Qui a produit la facture? Ensuite, il faut assurer l'intégrité de son contenu. En gros, il ne faut pas qu'elle soit modifiable. Et enfin, il faut que cette facture soit lisible. Alors, ça paraît surprenant, mais oui, il n'est pas question d'avoir une facture illisible à un destinataire qui ne serait pas en capacité de la prendre en charge. Ce cadre juridique distingue effectivement aussi deux types de formats. Donc, un format qui est à destination du secteur privé et les factures qui seront distribuées au niveau du secteur public. Vous savez que les factures que vous émettez, si c'est le cas, vous devez vous soumettre à un certain nombre de contraintes qu'on va évoquer. Donc, dans le cas du secteur privé, d'accord, on peut acheminer une facture par une signature électronique avancée, donc ce qu'on appelle aussi le RGS. On peut faire de l'EDI, quand on traite peut-être avec la grande surface, on travaille en EDI. Ou alors, on a aussi possibilité de distribuer la facture en mettant en place une piste d'audit fiable. Donc, c'est des sujets sur lesquels on va revenir, cette fameuse PAF, piste d'audit fiable, qui va devoir, que vous devez vous êtes déjà soumis pardon, à cette règle et qui relate en fait la chronologie de pourquoi vous avez fait une facture. Concernant le secteur public, la question ne se pose pas, il faut déposer sur la plateforme Chorus Pro. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, donc vous vous inscrivez sur cette plateforme et pour déposer un fichier, une facture que vous émettez pour un secteur public, vous pouvez l'utiliser un dépôt manuel, d'accord, un PDF associé à un fichier XML. C'est ce que nous avons choisi sur la plateforme TED et on le verra tout à l'heure. Sinon, on peut communiquer en EDI. En général, l'EDI est réservé à des grosses PME qui ont un système de communication totalement intégré. Alors, la piste d'audit fiable, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, est-ce que c'est une nouvelle obligation? Non, pas du tout. Vous êtes déjà soumis dans le cadre d'un contrôle, vous devez fournir cette piste d'audit fiable. Donc, vous l'avez déjà et c'est vrai que votre ERP déjà, j'allais dire, stocke tous ces éléments, chronologie, qui a permis de rédiger une facture. Finalement, on pourra prendre connaissance et je transférerai à Franck le document que je vous présente, si ça peut vous intéresser. Vous avez quelques références qui sont tout à fait pertinentes. D'accord? Donc, à savoir, il faut tracer et permettre d'avoir des contrôles aux différentes étapes de la facture émise. En gros, le RP, pour signifier, vous avez saisi certainement une commande qui s'est transformée en bon de livraison, puis ce bon de livraison a généré une facture. Voilà un premier élément de la piste d'audit fiable, cette fameuse chronologie. D'accord? Donc, cette piste d'audit fiable s'applique aussi aux factures papier. Eh oui, donc la piste électronique n'apporte rien de plus que la piste papier que vous avez déjà.
Donc justement, cette conclusion, ma foi, qui coule de sens, une facture PDF envoyée par email, c'est l'équivalent d'une facture papier envoyée par courrier. C'est la même chose et ce sont les mêmes obligations en termes de justification et de piste d'audit fiable. Alors TED, dans tout ça, comment ça va fonctionner et qu'est-ce qu'on va en faire? Alors l'idée de TED, effectivement, c'est de se mettre entre l'émetteur de la facture, qui est le RP en général, et le destinataire de la facture, qui peut être une entreprise du secteur public, mais aussi une entreprise du secteur privé. Alors on le voit bien dans le schéma, d'accord? On a une solution ERP pour lesquelles les factures vont être déposées sur la plateforme TED qui va se charger d'acheminer les factures, soit par email, soit par courrier. Ah oui, parce que peut-être que des clients souhaitent recevoir les factures par courrier. Donc ça, c'est le cas des entreprises du secteur privé. Et ensuite, dans le cas des factures acheminées sur le dépôt Chorus Pro, la plateforme le gère parfaitement. Simultanément à la distribution de ces documents vers les clients destinataires, nous proposons de stocker ces factures chez un tiers archiveur. Alors, qu'est-ce qu'un tiers archiveur? C'est une entreprise qui a toutes les habilitations à fournir une preuve quant au process, justement, de distribution de la facture. Vous remarquerez que l'archivage à valeur probante est simultané à la distribution de la facture vers le client. Donc, on a une concomitance de l'élément, des éléments qui vont se produire. Donc, simultanément à l'acheminement chez le client, je mets mes factures au chaud dans un coffre-fort d'entreprise. Donc là, effectivement, dans le cas de la production de la piste d'audit fiable, on est tranquille. On a bien cette concomitance des deux événements, à savoir, j'ai produit une facture et cette facture, je l'ai acheminée vers le client, d'accord? Et ensuite, je l'ai déposée et simultanément, je l'ai déposée chez Archineo. La piste d'audit fiable ne se charge pas d'assurer j'allais dire l'acheminement physique de la facture chez le client. C'est pas notre sujet. Prenons le cas du courrier, par exemple. Donc, on met la facture dans la boîte aux lettres. Et là, on est soumis aux contraintes du facteur. Ce facteur qui peut être embêté par un coup de glace, enfin, un épisode neigeux comme on rencontre le nord de la France en ce moment, il glisse, sa besace tombe dans un ruisseau, mais la facture est perdue. Pareil, le facteur arrive chez le client, il y a un gros chien qui empêche l'accès à la boîte aux lettres, il ne va pas mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres. La piste de l'audit fiable ne va pas jusque-là. Donc la piste de l'audit fiable s'arrête à cette concomitance, si je peux dire, des éléments. Quand est-ce que j'ai la preuve que j'ai mis en œuvre un process de distribution vers le client et ensuite la production, j'allais dire, le stockage dans un coffre-fort à valeur probante qui est opéré par Archineo. Fonctionnalité de TED, il s'agit donc d'une plateforme entièrement en mode SaaS. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est accessible depuis un navigateur, donc pas d'installation chez vous. C'est indépendant de tout logiciel de facturation. Vous avez vu tout à l'heure dans l'écran précédent Sage, Cegid et autres éditeurs de solutions. On gère des scénarios simples, d'accord, pas de scénario complexe. On verra qu'on a aussi une solution. On a un envoi multicanal. Et là, il est défini de façon automatique par la plateforme, on va aller le voir. On peut ajouter des pièces jointes. On a une interface utilisateur en ligne, d'accord, facilement accessible depuis un navigateur. On va suivre tous les événements en lien, pareil, avec cette piste d'audit fiable. Pas de contrat signé chez les uns, chez les autres, ni chez Maileva, ni nulle part. Donc, nous portons l'entièreté des contrats, vous évitant ainsi de devoir souscrire auprès de tiers des contrats avec des clauses et des conditions. L'archivage légal de 11 ans est garanti par notre tiers archiveur qui s'appelle Archineo. Et effectivement, un des points essentiels, vous payez ce que vous consommez. C'est un paiement à l'usage. J'ai consommé 10 factures, vous paierez 10 factures. Cette facture pour qui? J'allais dire, c'est pour tout le monde. Alors, on essaie de définir un petit peu un périmètre, mais finalement, on s'aperçoit que TED est valable pour toutes les entreprises et quel que soit le logiciel de facturation. On n'est pas lié à un logiciel, on peut traiter toutes les factures issues de tous les logiciels. On va être fiable pour les clients servis vers les clients privés, mais aussi vers le secteur public sur un dépôt Chorus Pro. L'archivage est garanti par le tiers qui s'appelle Archineo, qui aura capacité à fournir un certificat d'authenticité. Et puis, finalement, c'est valable pour toutes les entreprises qui ont besoin de souplesse, de facilité, de simplicité, et aussi pour ceux qui veulent faire des économies. Donc, il est pratique aujourd'hui de faire des économies en cette période sanitaire un peu bousculée, et avec la mise en œuvre du télétravail aussi, c'est bien pratique de pouvoir déléguer tous ces aspects, y compris l'aspect rematérialisation à une tiers.
Me voilà au terme de cette remise à niveau, si je peux dire, sur les aspects juridiques. Je vous propose maintenant de nous mettre en situation pour pouvoir regarder un dépôt de facture. Alors la plateforme, vous l'avez sous les yeux. Donc c'est une plateforme qui est accessible depuis un navigateur, d'accord? Et chacun de vous, dès lors que vous souscrirez auprès des équipes de Gexcel, vous allez pouvoir délivrer une adresse URL propre, distincte, unique. Donc moi, ma société, elle s'appelle l'Arbre, d'accord? Elle est symbolisée par un logo et par une identité visuelle. Vous pourrez évidemment actionner et positionner votre logo, votre identité visuelle pour rendre plus accessible et plus en adéquation avec vos éléments graphiques. Je me connecte à la plateforme et je m'identifie avec un mot de passe. Donc cette plateforme, pour évoquer des aspects de sécurité, peut-être que certains d'entre vous sont sensibles à ces éléments. Donc les données sont hébergées en France et cette plateforme est en tout point conforme au RGPD, d'accord, et en tout point conforme à des tests de pénétration que nous avons réalisés et que la plateforme a franchi haut la main, à savoir que nous avons donc les comptes rendus d'une société qui a testé les attaques, ce qu'on appelle les pen tests, donc des tests de pénétration pour valider la solidité de cette plateforme par des attaques malhonnêtes ou qui voudraient accéder aux données. Nous voilà sur la plateforme, tableau de bord, bien vide ma foi, zéro destinataire, aucun envoi validé. Vous l'avez compris, on n'a jamais fait de traitement. Eh bien, c'est ce que nous allons faire ensemble d'ici quelques minutes. Sur la partie gauche, le menu principal, tout particulièrement, on retrouve le menu facture, mais juste au-dessus, le menu bulletin de salaire. Ah oui, puisque la plateforme se charge aussi de distribuer les bulletins de salaire en tout point conforme au RGPD et à la loi travail. Ce n'est pas le sujet, nous sommes bien positionnés sur la facture. On va retrouver le coffre-fort, le fameux Archineo, donc possibilité de consulter et d'accéder aux factures qui sont stockées chez Archineo. Évoquons tout de suite un certain nombre de paramètres. Donc, les paramètres en lien avec l'entreprise, voilà, donc c'est l'identité de l'entreprise qui émet des factures, rien de particulier. Les utilisateurs, et vous allez pouvoir identifier ici l'ensemble des acteurs de cette plateforme. Alors, qui sont les acteurs? Ce sera le service ADV, le service facturation, le service comptable, pourquoi pas. Donc, on parle bien d'utilisateurs de l'entreprise qui ont accès à la plateforme pour œuvrer sur cette plateforme et opérer des traitements. Comme il s'agit aussi de gérer un petit peu les accès, il n'est pas question que tout le monde ait les mêmes droits et les mêmes options en termes d'accès, on va pouvoir organiser des rôles. Donc les rôles, c'est permettre de déverrouiller des autorisations qui vont être stockées dans ce rôle. Alors regardez, on a créé un rôle gestion de la facturation et donc tous les utilisateurs qui se verront attribuer ce rôle verront ces autorisations ouvertes. Vous voyez, on a un certain nombre d'autorisations qui ont été ouvertes tout simplement pour ces utilisateurs qui se verraient attribuer ce rôle-là. Donc gestion de l'accès, gestion de la sécurité, bien évidemment, c'est très important pour nous. Regardons maintenant le compte émetteur ou les comptes émetteurs. Les comptes émetteurs vont vous permettre de renseigner l'ensemble des sociétés pour lesquelles vous émettez des factures. Il n'est pas exclu que dans votre giron, par des liens capitalistiques de détention de capitaux, vous pouvez émettre des factures depuis plusieurs sociétés. Donc cette notion de compte émetteur va vous permettre tout simplement de recenser et d'enregistrer toutes ces sociétés, d'accord, pour lesquelles vous émettez des factures. Je suis donc multisociété. Petite précision concernant les utilisateurs, nous n'avons pas de limite en termes de nombre d'utilisateurs, puisque vous l'avez bien compris, je l'ai dit tout à l'heure, vous payez à l'usage. Donc vous pouvez vous pouvez connecter 10, 20, 30, 50, 200 utilisateurs. Ce n'est pas ça qui va limiter et le coût de la licence, puisqu'il n'y a pas de coût de licence, c'est un coût au flux, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Revenons à notre compte émetteur, si vous voulez bien. Donc notre compte émetteur, c'est un nom que l'on trouve ici. C'est un certain nombre d'éléments pour identifier l'expéditeur, pour identifier l'adresse postale, qui s'occupe en priorité, le numéro de SIRET et le numéro de TVA Intracom. Ce sont les points d'entrée, d'accord, sur la plateforme, typiquement pour alimenter Chorus Pro, puisque Chorus Pro identifie les SIRET, puisque c'est le numéro unique de l'entreprise. Et c'est bien par le biais là qu'on va pouvoir faire le lien entre un dépôt d'une facture et le portail Chorus Pro.
Ensuite, nous trouvons un onglet qui s'appelle Opérateur. Justement, c'est permettre de lier, dans le cas d'une gestion multi-société, on pourra dédier certains utilisateurs pour certaines sociétés. Voilà, pour éviter que tout le monde ne puisse accéder à toutes les sociétés, on va pouvoir isoler certaines sociétés et permettre ainsi, depuis une seule et même plateforme, pourquoi pas, de distribuer des bulletins de salaire, mais aussi des factures en toute sécurité, en toute confidentialité, en ne permettant pas aux gens de la facturation d'aller voir les bulletins et inversement, les gens du bulletin ne pourront pas aller voir les factures. La notion de service, pour nous, elle est essentielle puisque c'est ce que nous qualifions de multicanal. On l'a vu tout à l'heure, on propose 3 canaux de distribution, 3 canaux d'acheminement d'une facture. On peut déposer la facture sur Chorus Pro, on peut déposer la facture par le biais du facteur en utilisant les services de la Poste pour rematérialiser les factures. D'accord? Donc même pas de traitement chez vous en interne d'impression. Et vous avez aussi la possibilité d'acheminer les factures par email. Simultanément au service de distribution, on va retrouver le service d'archivage qui, lui, sera opéré par Archineo. Donc Archineo, tiers archiveur, qui permettra d'attribuer la valeur probante à toutes les factures que vous y déposerez, puisqu'il y a concomitance entre le traitement de distribution vers le client et de stockage en coffre-fort. Donc voilà le paramétrage, vous voyez, ça reste relativement simple, facile et tout à fait accessible. Au niveau du format de document, donc c'est le module qui va permettre à la plateforme de reconnaître vos factures, puisque l'idée, vous l'avez bien compris, c'est que votre ERP produit des factures avec un format, un dessin. Mais il suffit d'apprendre à la plateforme à reconnaître vos factures. Voilà pourquoi nous travaillons avec un format de document qui est mis en place avec les consultants de GXL au moment du déploiement de la mise en service de la plateforme. Voilà pour le paramétrage. Alors, je vous propose de déposer un lot de factures pour regarder un petit peu le fonctionnement et qu'est-ce qui va se passer. Alors, peut-être je pourrais ouvrir la conversation si certains d'entre vous souhaitent utiliser la zone de chat pour me poser des questions, ou est-ce que pour l'instant tout est clair, c'est parfait pour tout le monde. Alors, je ne vois pas arriver de questions, continuons. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Cette plateforme, dans le menu facture, permet effectivement d'initier un dépôt. Le dépôt avec la ferme volonté, effectivement, de distribuer la facture. Première étape, on va préparer un envoi, un lot de factures. Alors, la plateforme va s'alimenter de diverses façons. Donc, la façon dont je vais vous montrer là présentement, c'est la facture qui est déposée manuellement. D'accord? Et qui permet de déposer les factures. Tiens, je vois une question qui est arrivée. Est-ce qu'il y a un portail pour voir les factures? Oui, Patrick, il y a un portail pour voir les factures, mais qui est dédié uniquement à l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui dépose ces factures qui pourra les consulter. Nous n'avons pas de plateforme pour des clients qui pourraient se connecter. D'accord? Tout simplement parce que imaginez, mettons-nous dans la place d'un comptable, aujourd'hui il reçoit des factures, une multitude de factures. Imaginez qu'ils doivent se connecter sur X sites pour récupérer les X factures qu'a mis les fournisseurs. C'est impossible. Donc cette notion de portail sur laquelle nous avons beaucoup réfléchi ne nous paraît pas très pertinente, puisque le comptable qui lui, l'idée pour lui, c'est de l'avoir au plus près de lui, sans avoir à connecter une plateforme pour tel fournisseur, une autre pour un autre, une autre pour un tel. Ça devient très compliqué. Donc à ce moment-là, c'est des complications. Alors ne pas confondre avec la gestion des factures entrantes avec des organismes qui vont chercher les factures. Je penserai typiquement à Digipost, par exemple, dans le cas des bulletins de salaire, qui permet de relier avec des organismes. Pour l'instant, il faudrait nous intégrer effectivement cette notion d'organisme dans d'autres plateformes. Déposons maintenant notre lot de factures. Par le parcourir les dossiers, nous accédons à la possibilité de récupérer et à déposer un lot de factures. Alors ce lot de factures, il apparaît ici, vous voyez visuellement, et on voit très bien que certaines zones se sont bleutées. Le fait qu'elles se soient bleutées permet effectivement de voir que les zones ont été identifiées sur la facture. Donc vous imaginez pour vous peut-être la possibilité de tracer, d'organiser vos formats de documents pour faire figurer sur le fichier PDF généré de la facture, pour faire figurer toutes les informations. L'étape suivante permet à la plateforme de déliacer le flux, c'est-à-dire qu'un flux global, un PDF qui contient beaucoup de factures, on va pouvoir le déposer et la plateforme va se charger de le découper.
Le découpage, d'accord, produit effectivement autant de lignes qu'il y a de factures à traiter. Vous remarquerez d'ailleurs que la facture 5 à destination de ce client diamant vert, on le voit, on peut la consulter, elle est sur 2 pages. Voilà la première page, voilà la deuxième page. Donc, des factures qui seront tout à fait découpées simplement par la plateforme. L'étape suivante entérine la transmission de la facture à la plateforme. Transmission ne veut pas dire envoi au client. Transmission veut dire qu'on transmet les factures à la plateforme. Un petit récapitulatif, 8 factures, une de 2 pages et 7 de 1 page. Et dès lors que je transmets, les factures vont être individualisées, vont être cryptées, d'accord, et vont être déposées sur la plateforme. La plateforme va voir arriver ces factures et va profiter de l'arrivée d'une information de type numéro de facture, etc., pour créer les clients associés. Puisque les compteurs, tout à l'heure, on l'a vu, quand nous sommes entrés sur la plateforme, ils étaient calés à 0. Voilà des compteurs maintenant qui ont un peu évolué, forcément, puisque le fichier PDF contenait des clients, des factures à destination de clients. Donc la plateforme a simplement créé les clients. Ces clients que l'on retrouve ici, et évidemment qui vont, j'allais dire, cette liste va augmenter dès lors que vous déposerez une facture pour un nouveau client. Donc en d'autres termes, pas de saisie par un opérateur de création d'un client. D'ailleurs, il n'y a pas de bouton ajouter un client. On ne sait pas ajouter un client sur la plateforme. Le seul moyen d'ajouter un client, effectivement, vous l'avez compris, c'est de lui transmettre une facture. Une fiche client, rapidement, il y a peu de choses finalement pour la plateforme. Donc on va retrouver ici le code du client, l'adresse ou les adresses. Ici, vous voyez, on a un certain nombre d'adresses en copie. Donc on pourrait tout à fait acheminer une facture à plusieurs destinataires, dans le cas où ce serait nécessaire, où ce serait demandé par le client. Voilà. Donc ces factures maintenant vont donner lieu à une validation, donc étape 2 dans le process. Je prépare, puis je vais valider. Et à la validation, on le voit, on voit que sur les 8 factures, j'en ai une en erreur. D'accord? Et je clique dessus. Alors oui, madame, je vous confirme que la création des clients est automatique. Vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de saisie. Il n'y a pas possibilité d'ailleurs de créer manuellement un client. La création d'un client se fait par le dépôt d'une facture à destination de ce client. Alors, nous voilà avec ces factures à distribuer. Donc, on a nos 8 factures et vous remarquerez qu'une d'entre elles est en erreur. Alors, on va la laisser sous le coude pour l'instant, si je peux dire, pour essayer de regarder un petit peu les autres factures. On voit que la facture 5 à destination de notre ami Diamant va être acheminée par courrier. On voit que celle juste en dessous, à Grenat, est acheminée par email. Tiens, on voit que celle de l'hôpital de Sarreguemines est acheminée par Chorus. On trouve déjà, d'ores et déjà, une méthode de remise qui a été attribuée par la plateforme. Vous voyez, la plateforme a analysé le contexte de chacune des factures et s'est posé la question pour chacune d'elles en disant quel est le meilleur canal pour acheminer la facture. Et la plateforme a fait son travail de façon correcte. Alors, comment avons-nous fait? Je vous ai dit tout à l'heure que le numéro du SIRET était une information importante, aussi bien pour celui qui émet la facture que pour le destinataire. Donc, le SIRET du client doit apparaître sur la facture. Et dès lors que le SIRET apparaît sur la facture, première chose que nous faisons, nous interrogeons le portail Chorus Pro. Nous interrogeons ce portail, cet annuaire, en lien avec le SIRET du client en question. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on retrouve le SIRET de ce client, ce SIRET qui est ici. Et si j'interroge le SIRET ici au niveau du portail Chorus Pro, regardez, que va-t-on voir? Effectivement, cette société, cet hôpital de Sarreguemines est enregistré sur le portail Chorus Pro. Regardez, j'interroge via le SIRET, je fais une recherche et je vois bien qu'il s'agit de l'hôpital de Sarreguemines. Donc cet hôpital est inscrit sur Chorus Pro. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté quant à la distribution de la facture. La plateforme dit, c'est une entreprise du secteur public, il n'y a pas à tortiller, il faut le déposer sur Chorus Pro. Voilà pourquoi le canal par défaut de cette facture est bien noté Chorus Pro. On verra tout à l'heure l'erreur. Alors prenons celle du dessus, je vous prie, celle-ci qui arrive par email. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a interrogé l'annuaire Chorus Pro pour ce client Grenat en lien avec son SIRET, et puis Chorus Pro nous a dit non, moi ce client, je ne le connais pas. Donc à ce moment-là, on a regardé ensuite si dans la fiche du client ou sur la facture figurait un ou plusieurs emails. C'est le cas. Il y a un email qui figure sur la facture. À ce moment-là, le canal par défaut de cette facture, c'est email. Encore une fois, on est dans une logique enfantine presque, mais en tout cas d'une efficacité redoutable.
Prenons le cas de ce client Plati qui, lui, va se voir délivrer sa facture via le facteur, et pour cause, ce client-là, au regard de son SIRET, n'est pas inscrit sur Chorus Pro. Dans sa fiche client ou sur la facture ne figure pas d'adresse email, eh bien la facture sera acheminée par courrier. Voilà l'algorithme, si je peux dire, simple d'acheminement des factures. Il est d'ailleurs tout à fait possible pour vous, d'accord, d'intervenir sur le canal. Vous pourriez décider, ou votre client Cara pourrait vous dire, écoutez, moi les factures, je ne veux pas les recevoir par email, ça ne me plaît pas, c'est compliqué, etc. Donc là, à ce moment-là, on va dire, vous voyez, on va forcer finalement le canal d'acheminement d'une facture pour un client donné. Donc dorénavant, toutes les factures pour ce client Cara, et on va le voir immédiatement, dès lors que j'enregistre, seront acheminées par courrier. Vous avez vu que le canal fait la valeur par défaut disparaît. De fait, cette facture, du moins ce client, il est noté pour lui que les factures seront acheminées par courrier. Donc, vous avez la main sur la méthode de distribution des factures, soit par courrier, soit par email, suivant le contexte en lien avec votre client. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de vous le montrer, prévisualiser l'enveloppe, on a vu juste un instant, on peut consulter la facture, visuellement, la facture qui va partir chez le client. Alors arrêtons-nous sur celle qui est en erreur, puisque c'est bien l'enjeu. Et on a vu tout à l'heure que ce client-là était bien inscrit sur le portail Chorus Pro. Et cette société, cet hôpital, lorsqu'il s'est inscrit sur Chorus Pro, vous remarquerez ici qu'il a donné un certain nombre de consignes. Il a dit, oui, il faut que le service soit obligatoire, il faut que l'engagement soit obligatoire. Donc là, on est dans une contrainte qui est portée par l'hôpital de Sarreguemines et nous devons nous y conformer. Sinon, la facture sera rejetée, ne sera jamais réglée. Donc, c'est ce que nous voyons en constatation ici. Cette facture est en erreur pour la bonne et simple raison que le message est très clair. Un numéro d'engagement est obligatoire. Ben oui, c'est Chorus Pro qui le dit. Ben là, on ne peut pas déposer la facture s'il n'y a pas d'engagement. Ce code d'engagement, on le trouve ici, vous voyez, il n'est pas du tout accessible, il n'est pas saisi. Donc, on pourra le saisir et ainsi alimenter le document qui sera transmis à Chorus Pro. Je vous montre que l'annuaire Chorus Pro est aussi intégré à la plateforme. Regardez, je peux consulter l'annuaire ici. Je vais interroger le SIRET et vous voyez, j'accède immédiatement aux mêmes informations qui sont présentes sur le portail Chorus Pro. Donc, nous sommes en lien direct avec cet annuaire Chorus Pro qui est mis à jour régulièrement par les équipes de Chorus Pro et que nous relatons ici. Le service est bon. Il suffit de mettre un code d'engagement. J'avais oublié de saisir le code d'engagement lorsque j'ai saisi ma facture. Je modifie ici directement et hop, la facture va de nouveau être testée et regardez, son statut évolue pour passer en OK. Voilà, mes factures sont prêtes à être distribuées vers les destinataires et il ne me reste plus qu'à confirmer l'envoi de toutes les enveloppes. Et je renseigne ici un email parce que je suis sur une plateforme de démo, vous l'avez bien compris, donc je ne vais pas ni solliciter Chorus Pro ni envoyer par courrier. Donc je me l'ai fait délivrer ici. Bien sûr, ce message, vous ne l'aurez pas. Nous allons traiter 8 enveloppes, 2 Chorus Pro, 4 courriers, 2 emails. Je réponds oui, hop, ça y est, c'est terminé. La démat des factures est opérationnelle. Je n'ai plus à intervenir. Les factures sont en distribution. Elles ne sont plus sur la plateforme TED. Et non, c'est pas notre métier. On ne sait pas garder les factures, non. On ne sait pas les conserver. C'est pas notre métier. Donc les factures sont en transit par le biais de l'email, en transit par les services de la Poste pour être imprimées, mis sous pli, affranchis, remis au facteur, et elles sont en train d'être traitées par les automates de Chorus Pro qui en prendront compte d'ici quelques minutes. Donc vous, votre mission finalement, après avoir fait préparer, valider, eh bien, votre mission va consister à suivre. Il faut suivre les envois, puisque c'est bien là l'objectif, c'est d'avoir une seule plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter et retracer et tracer tous les événements qui se sont produits, et quel que soit le canal d'acheminement. Donc, allons jeter un œil, et vous voyez que nos factures sont en cours de traitement pour certaines, et pour d'autres sont terminées. Alors, toutes celles qui sont par courrier, vous voyez, elles sont qualifiées de terminées, et d'ici quelques minutes, ou d'ici quelques heures plutôt, puisque les factures vont être prises en charge par les équipes de Maileva, filiale de la Poste, vous aurez la trace, ce que je vous disais tout à l'heure, la piste d'audit fiable de la rematérialisation de votre facture. Donc, c'est horodaté, évidemment. La facture a été transmise, elle est prise en charge, elle est imprimée, elle est mise sous pli, elle est affranchie. Donc, tout ça, c'est tracé par notre prestataire qui s'appelle La Poste. Pour tous les envois par email, eh bien,
nous utilisons aussi un facteur, d'accord, un facteur qui distribue des courriers électroniques. Et donc là aussi, on a une petite latence puisque le facteur doit contacter en l'occurrence Orange pour savoir si cette adresse existe, Grenat, est-ce qu'elle existe chez le fournisseur Orange, si elle n'est pas pleine, si elle n'est pas blacklistée, etc. Donc il y a une latence avant de restituer une information. Voilà pourquoi elle est en traitement, sachant qu'il sera possible quelques temps après le traitement, donc c'est quelques minutes pour interroger le statut des emails. C'est-à-dire que là, on va demander à notre facteur, vous voyez, de nous relater un petit peu ce qu'il en est de la distribution des emails. La colonne statut des emails, évidemment, sera alimentée dès lors que le traitement aura été effectué et dès lors qu'on aura un retour de Orange, là, pour le coup, puisqu'il s'agit de ce provider. Pour les factures en Chorus Pro, eh bien, vous aurez accès, dès lors qu'elles seront prises en charge par les automates de Chorus Pro, vous aurez accès à tous les statuts que va prendre la facture directement sur le portail Chorus Pro. Alors évidemment, ça ne vous affranchira pas d'aller sur ce portail-là pour suivre vos factures et avoir un peu plus d'informations. Donc on va pouvoir traiter ça de façon très simple. Alors j'ai une question tout à fait pertinente qui m'est posée. Comment sont gérées les pièces jointes? Alors, les pièces jointes, on pourrait effectivement analyser. Je vous ai dit tout à l'heure que la plateforme gérait des process simples, des processus simples de distribution. Donc, il faut que la facture se suffise à elle-même. Donc, je ne sais pas retraiter la facture. Alors, en termes de pièces jointes, moi, je peux ajouter à la facture les conditions générales de vente, par exemple. Donc, quelque chose que je peux tout à fait insérer lors du traitement de la prise en charge de la facture. Par contre, les documents joints, alors il faudrait analyser plus précisément que sont ces pièces jointes. On a plusieurs façons de le gérer. Donc, soit elles s'inscrivent dans des pièces jointes entre guillemets de type CGV, conditions générales de vente, mais dès lors qu'elles vont faire appel, ça va être rechercher un fichier qui est stocké sur un serveur et qu'il faut joindre avec la facture. Pour le coup, on a un autre outil, d'accord, qui s'appelle TAI, en lien avec TED, qui permet effectivement de faire ce traitement. La plateforme TED, pour résumer un petit peu son fonctionnement, c'est un centre de tri. Quand vous souhaitez acheminer une facture à votre client, à un moment, vous avez une action, je cachette une enveloppe. Donc cette enveloppe, vous allez l'alimenter de la facture, peut-être des pièces jointes, vous la cachetez, vous la déposez dans la boîte aux lettres. Eh bien, nous, on intervient dès lors que l'enveloppe elle est cachetée. TED, c'est un centre de tri dont la vocation est de transférer les documents au client. OK? Donc, si vous souhaitez, avec la facture, joindre d'autres documents, eh bien, nous avons des outils, effectivement, qui permettent de faire un travail avant de cacheter cette enveloppe. Alors, on cachette de façon, vous avez bien compris, c'est une analogie. Donc, on va pouvoir utiliser TAI et ainsi, on pourra joindre le bon de commande et la justificative de la facture, le bon de livraison signé si vous le souhaitez, tous les éléments. Et ça, ce seront des travaux qui seront effectués avant de déposer la facture sur TED. TED n'a qu'une vocation, c'est de distribuer la facture et de tracer la distribution des factures. Voilà. Alors j'espère avoir répondu. Donc, des traitements simples de distribution, cette analogie en lien avec une enveloppe cachetée. D'accord. Et ensuite, si vous voulez faire d'autres travaux plus complexes, à ce moment-là, on a une autre solution qui interviendra avant de déposer la facture sur TED. Il s'agit effectivement de TAI, traitement automatique des impressions. Alors voilà une première mécanique pour déposer les factures. D'accord, vous avez vu, j'ai alimenté à la main par un dépôt d'un fichier les factures. Ces factures ont été distribuées vers les clients suivant les canaux sélectionnés, mais sont aussi visibles et accessibles dans le coffre-fort. On trouve ici les factures qui ont été déposées sur le coffre Archineo, de pouvoir ici envoyer la facture. Donc la facture que je consulte ici est une facture qui est stockée chez Archineo et qui a une valeur probante directement au niveau de la valeur juridique de ce document. Donc en cas de litige, on pourra extraire, d'accord, le certificat d'authenticité de cette facture qui atteste de l'intégrité et de l'inaltérabilité de la facture. Alors, les factures qui sont passées par mail, qui partent par mail via la plateforme, ils ont une petite particularité, c'est que le fichier PDF qui va être joint ou qui va être accessible via un téléchargement est signé. C'est-à-dire qu'il est scellé, le mot de scellement, il y a un scellé numérique qui verrouille le fichier PDF qui est envoyé au client. Donc, on est au-delà d'un simple email simple, donc on va sceller le document pour qu'il soit transféré vers le client et ainsi
valider cette intégrité du document qui ne pourra pas être modifié. Voilà pour l'acheminement par email. Je voudrais évoquer avec vous peut-être certains que vous êtes qui ont la chance d'utiliser un ERP Sage. Donc avec cet ERP Sage, nous avons mis en œuvre une mécanique qui va éviter de déposer les factures. Vous avez vu, j'ai fait du push. J'ai poussé les factures tout à l'heure en déposant ici un fichier PDF. D'accord? On a poussé le PDF sur la plateforme. Eh bien, avec les utilisateurs de Sage Sensei V5 et supérieur, nous avons mis en œuvre une extension. Une extension qui permet d'aller faire du pull. Pour les anglophones, c'est je vais chercher les factures dans Sage. Donc, ça simplifie le process, ça évite de déposer un fichier et ça va effectivement automatiser grandement le process. Alors, je vous montre rapidement un certain nombre d'éléments de paramétrage. Ici, nous allons utiliser, pour les utilisateurs de Sage Sensei V5 et supérieur, nous avons ici un service, vous voyez, une extension dédiée Sage sans Cloud. Donc cette extension, va donner lieu effectivement à un certain nombre d'éléments en lien avec du paramétrage. Donc on va paramétrer cette extension pour communiquer dans un premier temps à une base de données, à un dossier. Donc là, c'est mon fameux dossier bijou. On va définir en termes de la facture quel est le client qui est référent au niveau de l'envoi. Est-ce que c'est le client facturé ou le client payeur? On va ici accéder à une info libre qui va permettre de stocker les éléments, où en est ma facture dans le process de TED. Alors regardez cette info libre ici, TED suivi des envois de factures, d'accord? Eh bien tout simplement, c'est si j'ouvre ma base de Sage, regardez là, je reviens dans Sage, si j'ouvre mes documents des ventes de Sage, si j'ouvre cette facture, regardez, j'ai une info libre ici qui s'appelle TED suivi envoi facture. Donc cette info libre de Sage est accessible à la plateforme et cette info libre va me permettre de suivre l'activité de la facture en termes de distribution vers des clients. Le paramètre ou les paramètres en lien avec les emails, s'agit-il il s'agit ici de définir l'email principal et les emails complémentaires. Donc, on peut acheminer les factures à plusieurs destinataires et ces multiples destinataires pourront être stockés dans différentes zones de Sage, puisqu'évidemment, on va aller lire les factures directement dans Sage et ainsi s'affranchir de toutes ces contraintes de dépôt, puisqu'on ira chercher les factures dans Sage, dans le file stream exactement. Et pour ceux qui déposeraient sur Chorus Pro, eh bien, on va définir les informations libres qui stockent le code service et qui stocke le numéro d'engagement. Je vous laisse regarder le nom, c'est Chorus Engagement. Vous voyez, j'accède ici aux informations libres de ma version de Sage. Regardez, on trouve ici ces infos libres, là, Chorus, code service, Chorus Engagement. Je suis bien en lien direct avec la plateforme. Une fois que ce paramétrage est mis en œuvre, rien de plus simple maintenant que d'utiliser le connecteur prévu à cet effet, la fameuse extension. Et vous voyez, on a lot de factures, mais aussi Sage sans cloud. Et là, concrètement, qu'est-ce qu'on va dire? On va demander à la plateforme d'aller lire les données dans Sage, d'accord, et de les présenter. Alors, je vais reculer d'un an, et je vais accéder à mes factures. Donc, regardez, j'accède ici et je retrouve ici mes factures. Ma facture 20, la 3, la 19, ces factures qui sont bien évidemment présentes ici. Donc, ce sont les factures de Sage qui sont affichées dans la plateforme. D'accord? Ces factures, d'ailleurs, peuvent être consultées vers la petite loupe ici, c'est-à-dire que je consulte les factures qui sont stockées dans le file stream de Sage. Encore une fois, aucune manutention à faire. Et je pourrais éventuellement demander à la plateforme d'évaluer le service d'envoi. Évaluer le service d'envoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander à la plateforme de faire le job de savoir quel serait le meilleur canal d'acheminement de la facture. En cochant là-dessus, donc la plateforme va faire un petit calcul, va reproduire, si je peux dire, vous savez, le petit algorithme que je vous ai présenté tout à l'heure, par rapport à la détermination, et on trouve notre facture toujours de l'hôpital de Sarreguemines en erreur. Et cet hôpital Sarreguemines, quand je vais modifier via le crayon, on voit que le code service c'est MLN et qu'il n'y a pas de code d'engagement. Ce code service, là, regardez où je le retrouve. Si je vais sur ma facture 22 dans Sage, d'accord? J'ouvre ma facture 22.
elle est ici. Elle est à destination de l'hôpital de Sarreguemines. Je regarde l'info libre. Vous voyez, il y a bien marqué MLN. D'accord? Donc, ce que lit la plateforme, c'est bien en lien avec ce qu'il y a de stocké dans Sage. Alors, on voit très bien que Sage nous dit, enfin, la plateforme nous dit, ce numéro de service, il n'est pas connu chez l'hôpital de Sarreguemines. Je vais donc consulter l'annuaire pour avoir les domaines de validité des services. Je retrouve toujours pareil les services identifiés et on retrouve différents services. Vous voyez, ces services qui sont là. Tiens, ma facture est à destination du garage. Donc, en cliquant sur le mot garage ici, d'accord, c'est-à-dire que j'interviens ici au niveau de la plateforme pour définir le bon service et je vais aussi compléter par le bon engagement parce que j'avais oublié de le saisir lors de la saisie. Je vais enregistrer ma facture. Et l'enregistrement de ma facture depuis la plateforme TED, imaginez ce qu'elle va produire. Dans Sage, qu'est-ce que je vois? Dans Sage, effectivement, notre facture issue de Sage a bien été modifiée de garage et avec le bon engagement. J'ai bien une interaction entre la plateforme et Sage pour ceux qui sont en Sage sans cloud, V5 et supérieur. Ne me reste plus finalement que sur la plateforme à faire quoi? Aller à la pêche, si je peux dire, des factures à distribuer, les factures au demeurant qui doivent être validées dans Sage, validées ou comptabilisées. Plusieurs solutions, soit je coche de façon individuelle les factures pour les traiter, ou soit j'ai un process ici qui me permet d'envoyer toutes les factures, d'envoyer que les factures sélectionnées. Donc il y a tout un travail. L'idée en général, c'est d'envoyer toutes les factures, puisque régulièrement, on pourra exécuter ce process tous les jours, tous les 10 jours, tous les 15 jours, tous les mois, enfin j'en sais rien. En tout cas, vous allez trouver le rythme avec lequel vous allez pouvoir réaliser cette opération de distribution. Alors, on va essayer de faire un certain nombre de factures. Allez, j'envoie les factures. Je vais envoyer les factures sélectionnées. Donc là, je donne un petit nom, d'accord? Je donne un petit nom à mon envoi et je transmets. Donc, que fait la plateforme? La plateforme va se connecter au file stream de Sage, extraire la facture et la mettre à disposition de la plateforme. Ça y est, les factures ont été positionnées dans la plateforme et regardez dans Sage, j'ai ajouté dans Sage ici une colonne qui s'appelle suivi envoi facture. Il suffit que je rafraîchisse la page. Regardez, l'info libre suivi envoi facture présente ici le détail, présente le détail du process. Voilà où j'en suis ici. Je vais donc maintenant faire l'étape 2 dans le process de validation des envois. Donc cette validation des envois qui se retrouve ici, comme tout à l'heure quand j'avais fait un dépôt manuel. Regardez, on trouve toutes nos factures. Ma facture de Sarreguemines, et elle est en tout point conforme parce que je l'ai modifiée juste avant. Il ne me reste plus maintenant qu'à la confirmer les envois pour que les factures soient automatiquement acheminées vers les clients. Donc vous voyez que le process est relativement simple. Donc effectivement, à l'heure actuelle, nous avons la nécessité de faire un travail manuel. C'est automatique, mais un déclenchement manuel. Nous réfléchissons effectivement à programmer, pourquoi pas, à mettre un timer qui, tous les soirs ou toutes les semaines ou tous les 10 jours, fait le traitement à la place d'un humain. Voilà, donc c'est ce sur quoi nous travaillons et je pense que ça viendra dans les mois à venir, ce process d'automatisation de l'envoi et de programmer via un timer les envois de factures. Donc ces factures, on les retrouve ici au niveau du suivi comme tout à l'heure, elles rentrent dans le même process, elles sont archivées de la même façon pour vous permettre effectivement d'en suivre le bon acheminement auprès des clients, ou du moins le fait qu'elles ne soient en tout point conformes à Chorus Pro. Voilà pour le traitement des factures. Alors vous avez vu, ceux qui ont une sans Sage, une version Sage sans cloud, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir mettre en œuvre ce process de façon très simple, avec un processus simple, encore une fois, donc pour traiter des factures qui sont stockées dans le file stream. Alors je n'ai pas, par rapport à cette mise en œuvre automatique via un scheduler, une programmation, un planning, je n'ai pas de date aujourd'hui à vous communiquer. J'espère que rapidement les équipes de Gexcel pourront vous faire part de la mise en œuvre de ce process en automatique des factures directement issues de Sage. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer le dernier point. Donc les factures, vous vous rappelez, à un moment on les avait à contrôler. Donc si je rafraîchis la page, maintenant elles sont terminées.
d'accord? Et certaines d'entre elles sont à contrôler parce que ce sont celles qui sont acheminées par email et donc on n'a pas eu de retour du facteur de nos emails. Et donc, pour l'instant, elles ne sont pas considérées terminées. En tout cas, cette facture, elle est considérée comme terminée. Elle a été transmise chez Chorus Pro et d'ailleurs, on voit bien, elle a été transmise dans ce contexte-là avec ses codes services, ses codes d'engagement et cette notion d'info libre qui a été mise à jour par la plateforme. Donc, ce côté bidirectionnel qui est bien pratique, hein, et qui facilite grandement le process. Revenons à la plateforme pour conclure sur un sujet combien ça coûte et combien je vais payer. Vous aurez possibilité ici, dans le menu administration, vous aurez l'accès à l'utilisation des services. Donc, c'est tracer les consommations. Qu'est-ce que j'ai consommé? Qu'est-ce que j'ai consommé comme traitement dans le mois, dans les dernières semaines, dans les 6 derniers mois, etc. Vous avez une trace et ainsi, vous pourrez recomposer les éléments qui vous seront facturés puisque cette plateforme propose une facturation à l'usage. Je paie ce que je consomme. Voilà. Alors, peut-être avez-vous d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu ou des remarques, peut-être. N'hésitez pas à me solliciter. Alors, qu'est-ce que... Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Alors, Franck me pose une question, s'il y a un contrôle sur le fait que la facture soit validée ou pas. Oui, bien sûr, Franck. Ne sont présentées sur TED, d'accord, que les factures qui sont validées ou comptabilisées. En d'autres termes, ne sont présentées que les factures qui sont dans le file stream. D'ailleurs, au regard de la loi antifraude, vous ne pouvez pas envoyer une facture à un client si elle n'est pas validée, hein. D'ailleurs, apparaît comment dirais-je, apparaît de façon automatique facture provisoire. D'accord? Voilà. Alors, Patrick donc, me fait part d'une intégration. Alors, cette intégration Sedge, alors j'y suis passé, vous avez vu, hein, quand je suis allé dans le service locaux. Donc, il y a effectivement un élément de paramétrage à effectuer et l'installation sur le serveur du client, chez vous, sur votre serveur, d'un petit module qui permettra de faire le lien. Donc, on appelle ça les services locaux. Donc, il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc, ça peut être fait en lien avec le DSI, hein, donc, puisque c'est ce petit module, ce service local, hein, qui va positionner et envoyer les factures et communiquer entre la plateforme et le serveur du client, et de vos serveurs en l'occurrence. Alors, au niveau des doublons, alors les doublons, je ne contrôle pas les doublons. D'accord? Par contre, en l'occurrence, au niveau des doublons, comme je ne présente que les factures validées, vous ne pouvez pas modifier la facture validée dans Sedge, donc quel intérêt de la renvoyer? Donc, je ne sais pas, peut-être exprimer plus précisément votre besoin au regard des doublons, puisque hein, si je regarde dans Sedge un peu ces factures-là, hein, si je prends la facture 22 hein, qui nous a guidés tout au long, je ne peux pas la modifier, cette facture, hein. Donc, pourquoi la renvoyer? Je ne sais pas, puisqu'on a la trace hein, de ce qu'elle est partie. Donc, on ne peut pas la modifier, on peut rien changer dessus. Donc, autant la gestion des doublons n'est pas possible, à part de numéroter, mais le RP verrouille et contrôle l'unicité du numéro. Donc, a priori, il n'y a pas de gestion des doublons. Ce qui pourrait être fait, effectivement, c'est que la facture soit redéposée sur Chorus Pro. À ce moment-là, Chorus Pro n'accepte pas les doublons. Il n'est pas question sur Chorus Pro de déposer une deuxième fois la facture. Ce qui peut être tout à fait opéré, alors peut-être je vais répondre à votre question, monsieur. Regardez cette facture de 6L. Vous voyez, j'ai une info libre ici qui dit à contrôler. Il suffit que l'opérateur, je souhaite la transmettre à nouveau. Qu'est-ce que je fais? J'efface, d'accord? J'efface l'info libre pour qu'elle soit de nouveau accessible hein, via l'extension sur la plateforme, éventuellement pour être transmise à nouveau. Donc, hein, c'est ça l'idée. Peut-être transmettre à nouveau la facture qui a déjà été faite. Donc, moi, j'ai pas de. Le seul contrôle qui est effectué par la plateforme, effectivement, c'est cette information libre hein, qu'un opérateur peut tout à fait supprimer et de fait rendre de nouveau la facture accessible. Nous, on ne contrôle pas les doublons. Hein, si vous voulez renvoyer 10 fois la même facture, c'est votre droit, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que notre ami Chorus Pro n'acceptera pas que vous redéposiez
une facture qui a déjà été transmise sur Chorus Pro. Par mail, vous pouvez l'envoyer 500 fois si vous voulez, par courrier, mais vous paierez chaque fois un timbre puisque c'est la sollicitation d'un service de rematérialisation. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de chose. Bien évidemment, les factures s'affichent sur la plateforme dès lors qu'elles sont validées et qu'elles n'ont rien, l'information ici, sur l'info libre au niveau du suivi des envois. Alors, continuons. D'autres questions peut-être? Pas d'autres questions? Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre un terme. Peut-être, Franck, une conclusion ou pas, non? Écoute, je te remercie Claude pour cette présentation, vraiment, et je vous remercie aussi d'avoir répondu de manière aussi nombreuse à cette invitation à ce webinaire. Je pense que vous pouvez revenir vers moi si jamais vous avez des questions et on y répondra au mieux. Merci beaucoup Claude pour cette présentation encore une fois. Avec plaisir, Franck. Merci à vous tous et merci aux questions qui ont égayé un peu cette présentation. Merci encore. Bonne fin de Merci journée. beaucoup. Merci Claude. Au Ciao. revoir.